Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal et je suis ravie de vous retrouver. Nous serons ensemble pour une semaine d'information. Au sommaire de ce lundi, les membres de la délégation d'information sur l'avenir institutionnel des Outre-mer en visite à la presqu'île ce matin et notamment à Teahupo'o où se dérouleront les Jeux Olympiques. La délégation qui doit tenter de déterminer le statut de demain dans les différents territoires ultramarins. Plus de précisions dans un instant. Ce lundi 18 mars marque également la scission du groupe Aremiti. C'est aujourd'hui qu'elle est effective. Comment la compagnie va-t-elle s'organiser auprès des usagers? Quelles dispositions va-t-elle prendre pour une transition en douceur? Des changements sont déjà à prévoir. Découverte aussi ce soir de la première centrale solaire flottante. Elle est en cours d'installation à Rayatea. Elle allie énergie propre et préservation de l'environnement marin. Une première au Fénois, mais aussi dans le monde de par sa configuration, vous le verrez. Et puis une rencontre également dans ce journal, celle du chanteur hawaïen Weldon Kekau Oha et des élèves d'une école de hula de Tahiti. Une rencontre de passionnés et un moment de partage culturel à voir à la fin de cette édition. Après les marquises, c'est donc à la presqu'île que se sont rendus les membres de l'information, de la mission d'information sur l'avenir institutionnel des Outre-mer. Dernière escale de leur tournée dans le Pacifique, une tournée qui doit leur permettre de déterminer l'évolution statutaire souhaitée par les différents territoires ultramarins. Alors qu'en est-il pour la Polynésie? C'est ce qu'ont tenté de savoir Laure Philibert et Esther Parot-Cordet, nos journalistes qui se sont rendus notamment à Teahupo'o. C'est par Teahupo'o, ville d'accueil des épreuves de surf des Jeux Olympiques, que la mission d'information sur l'avenir institutionnel des Outre-mer débute ses rencontres à Tahiti. Une mission d'information composée de 4 députés, dont 3 ont fait le déplacement, à commencer par Temat Eilegaïk pour la première circonscription, Dave Iriman, parlementaire guyanais et initiateur de cette mission, et Philippe Gosselin, député de la Manche. Après les marquises samedi et dimanche, il privilégie les visites de terrain. On est en train de faire un travail à la demande d'une certaine façon du président de la République qui a dit à toutes les collectivités d'outre-mer, vous voulez du changement, des adaptations, chiche. Voilà, chiche aussi pour l'Assemblée nationale de pouvoir sur place se rendre compte des besoins, rencontrer la population. Il y a un mouvement politique aujourd'hui, des choses qui sont attendues. On a le président Broverson qui est là aussi, une nouvelle équipe. Le regard qui est porté sur nos territoires au niveau de l'Hexagone n'a guère changé. On parle de caprices, on parle de coûts élevés. Ce sont ces choses-là qui reviennent, on nous fait comprendre que ce qu'on fait pour nous c'est déjà pas mal. Néanmoins, lorsqu'on vient sur le terrain, on voit que le gap par rapport au référentiel qui est l'Hexagone, qui est notre pays de référence, on en est bien loin sur beaucoup de territoires. Il y a une remise en question à faire au niveau de l'Hexagone, de nos chers compatriotes de l'Hexagone. Bien sûr, nous aussi on doit balayer devant notre porte. Comment nous améliorer, comment nous aussi monter en gamme, monter en compétence sur beaucoup de sujets. Et ça passe par une remise en question collective. Cette société d'élevage de crevettes reçoit pour la première fois des parlementaires non issus du Fénois. L'occasion pour ce fleuron de la presqu'île de plaider pour un soutien à son développement. On aimerait pouvoir avoir un peu plus d'aide financière pour nous aider à évoluer plus, à se moderniser. C'est la première fois quand même que je suis là. Il y a quand même des députés qui viennent ici parce que on n'a jamais eu de députés ici, quoi. La Polynésie est la dernière étape de cette tournée dans le Pacifique. Après avoir visité tous les territoires, la mission devra faire un état des lieux réaliste des évolutions statutaires souhaitées par les populations et leurs dirigeants. On se rend compte que la France s'est adaptée à beaucoup de territoires en fonction soit des velléités indépendantistes, soit des volontés plutôt ancrage républicain. Et pour nous qui sommes, en tout cas moi personnellement qui suis indépendantiste, ça me permet aussi de voir comment est-ce qu'on peut faire débloquer ce processus de décolonisation, comment est-ce qu'a réussi les Calédoniens, comment est-ce qu'ont échoué Mayotte.
La suite de cette visite sera plus institutionnelle avec la rencontre demain du président de l'Assemblée de la Polynésie, puis des principales forces politiques du territoire mercredi. Cependant, aucune rencontre officielle n'est programmée avec le Tavini Wiratira, pourtant le principal artisan de cette réforme au Fénois. Voilà, avis à présent aux parents d'élèves. Sachez qu'un mouvement de grève aura lieu demain, mardi, dans l'éducation. Il n'y aura pas de manifestation ni de rassemblement, mais un débrayage à l'appel du syndicat UNSA Polynésie. Un mouvement qui fait écho à celui lancé dans l'Hexagone par 8 syndicats pour demander principalement une augmentation des salaires dans un contexte d'inflation encore soutenu. Ainsi, des écoles de Fa'a, Punaauia et Pire ont déjà annoncé leur fermeture. Les grévistes, eux, ont prévu une rencontre au vice-rectorat demain matin et une autre avec le haut-commissaire dans l'après-midi. Concernant les écoles fermées, retrouvez la liste complète et régulièrement mise à jour sur notre site tntvnews.pf. Nous vous en parlons depuis quelques jours déjà et c'est désormais acté depuis ce lundi 18 mars. La compagnie Aremiti est scindée en deux, un événement qui intervient à la suite d'une différence de vision entrepreneuriale et managériale. Alors comment la transition va-t-elle s'opérer? Qu'est-ce que cela va changer pour les usagers? Les réponses dans ce reportage de Nicolas Pérez et Mériteato. Ce lundi 18 mars marquera une étape importante pour la compagnie Aremiti. Annoncée ces derniers jours, la scission est aujourd'hui effective. Les 4 navires que comptait le transporteur historique seront désormais scindés en 2 compagnies distinctes. L'une, la SNC Aremiti, gardera les navires Aremiti 5 et Aremiti 6. Et l'autre, la SNC Aremiti Ferry, tiendra la barre du Aremiti 2 et de la Petahi Express. Mais pas de panique, les protagonistes assurent que la transition se fera en douceur. Tous les abonnements qui ont été pris au préalable avant le 18 mars, tous ces abonnements-là continuent à courir sur les 2 navires. Seuls les abonnements en fin de validité devront être modifiés. C'est au moment du renouvellement ou au moment de l'achat, ils devront choisir l'un ou l'autre des navires. Une souplesse en moins pour les usagers. Passager? Oui, passager. Par contre, ton ticket là, il est valable uniquement sur la Aremiti Ferry 2. Hein? Oui, ok, c'est bon. Pour Maui, qui doit se rendre à Moorea, cette modification demande un peu d'organisation. Mon projet, c'est d'aller sur Moorea, peut-être acheter une voiture. Donc du coup, je vais me renseigner si je peux prendre un billet aller-retour pour moi. Et est-ce que là-bas, je peux acheter un billet pour le retour de la voiture au cas où je l'achète. Pour d'autres, après 33 ans de présence sur la desserte, cette séparation du groupe de gages est attristante. C'est comme s'il y a une famille qui est partagée en 2. C'est ça qui me fait mal. Cette scission est motivée par 2 visions différentes en matière de gestion, avec néanmoins un constat commun. La rentabilité est devenue compliquée sur une desserte aujourd'hui très concurrentielle. Il y a une surabondance d'offres sur la ligne de Moorea. Et malheureusement, le marché n'a pas évolué aussi vite que l'offre de services. En fait, aujourd'hui, il est vrai qu'il y a plus d'offres que de demandes, puisqu'on a une capacité, me semble-t-il, de mémoire de 8 millions de traversées passagers, alors que le marché n'est que de 2 millions. Donc il faut que l'on combine avec. Selon les 2 compagnies, aucune augmentation des tarifs n'est envisagée. Seuls certains horaires devraient évoluer ces prochains jours. Les bateaux Aremiti qui ont également été pris d'assaut ce week-end après une panne du Terevau. Depuis samedi, ce dernier est à l'arrêt pour des raisons mécaniques. Selon la direction, une équipe de mécaniciens est à pied d'œuvre pour résoudre le problème. Les rotations pourraient reprendre demain matin. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter la page Facebook de la compagnie. Comment expliquer la série de suicides qui sévit actuellement au Fénois? Un sujet sensible et beaucoup de questions autour du passage à l'acte. 10 personnes ont mis fin à leur jour depuis le début de l'année. Un chiffre inquiétant et pourtant de l'aide existe et peut permettre de retrouver goût à la vie. Voyez ce reportage de Jessica Doucet et Naya Bennett.
Le mois de mars est particulièrement tragique. 4 suicides ont été recensés en l'espace d'une semaine. 3 sur 4 concernent des individus de moins de 25 ans. C'est un constat nouveau. Les jeunes, 13 ans, pensent au suicide, et même plus jeunes encore. Ces personnes ne nous ont pas appelés, parce que nous travaillons par téléphone. Donc c'est un constat pour nous, c'est triste, et que nous sommes un peu en deuil nous-mêmes. Harcèlement à l'école pour les plus jeunes, rupture amoureuse pour les ados et les jeunes adultes, maladie ou perte d'emploi pour les autres. Les facteurs déclencheurs sont divers. Devant la recrudescence du nombre de personnes qui passent à l'acte et dont l'issue est fatale, la présidente de l'association SOS Suicide tire la sonnette d'alarme. Il n'y a pas de remède miracle. Chaque cas est différent. Tout dépend du milieu familial, de son environnement. On ne peut pas dire, voilà ce qu'on va faire, on fait comme ça. C'est faux. Parce qu'il faut adapter nos interventions à la famille. Il ne faut pas aller dire ce qui a réussi là, ça va réussir dans cette famille. Faux. On ne connaît pas comment les familles vivent, un cas par cas. Ces derniers jours, les décès par suicide ont fait l'objet de nombreuses publications sur les réseaux sociaux, commentées et partagées par les internautes. Une propagation qui pose problème. Les spécialistes alertent sur le sujet. Médiatiser et informer sur le suicide de quelqu'un, c'est à faire avec beaucoup de délicatesse parce qu'on connaît un phénomène de contagion en quelque sorte de l'acte suicidaire auprès des personnes les plus vulnérables. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de précautions en général sont prises pour communiquer autour du décès de quelqu'un par suicide. L'actualité a réveillé de mauvais souvenirs pour Hina. Il y a quelques années, elle a attenté à sa vie plusieurs fois pour des raisons familiales. Grâce à sa mère, elle a repris goût à la vie. Même si on est entouré, bien entouré, on se sent très très seul. La seule idée qu'on a en tête, c'est de partir pour arrêter cette souffrance. En passant à l'acte, on pleure énormément. Parce que je crois que quelque part, on n'a pas envie de mourir. Ma maman, elle m'a fait interner. Elle n'arrivait plus non plus à me gérer. Donc à l'heure actuelle, je suis mamie. Je suis contente d'être en vie, de voir tout ça. Maintenant. Donc tenir bon, tenir la vie, ça vaut pas le coup de faire ça. Pour lutter plus efficacement contre le risque de passage à l'acte, l'association SOS Suicide demande la mise en place d'un observatoire sur la thématique pour centraliser les données et mieux cibler ses interventions. Voilà, SOS Suicide qui est à votre écoute 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. N'hésitez pas à composer leur numéro si vous en ressentez le besoin. Il s'affiche en bas de votre écran, composé le 87 20 25 23, le 87 20 25 23. Le projet est innovant et il est en train d'être implanté à Rayatea. Une centrale solaire flottante est en cours d'installation. Elle permet à la fois de produire une énergie verte tout en préservant la vie marine. Une première en Polynésie mais aussi dans le monde de par sa configuration, comme nous l'explique Ronnie Moufat. La centrale solaire flottante de Tumara remplit un double objectif, produire de l'énergie et préserver les écosystèmes, une première mondiale. Cette co-construction avec l'objectif de protéger le corail, c'est une nouveauté à l'échelle mondiale. On a des configurations différentes, certaines où on fait passer plus de lumière, certaines où on fait passer moins de lumière, certaines où on bloque les UV, certaines où on ne bloque pas les UV. Donc on a des configurations différentes avec des productions d'électricité avec soit beaucoup de cellules photovoltaïques, soit un peu moins de cellules photovoltaïques. Tout ça pour regarder les rentabilités en termes de production d'énergie et d'autre part de protection du corail. À terme, 4 unités flottantes de 100 mètres carrés seront installées sur le lagon, accueillant chacune une cinquantaine de panneaux solaires de 450 watts. Elles pourraient alimenter jusqu'à 200 foyers. Donc on est vraiment dans quelque chose de nouveau. L'objectif, ce n'est pas de mettre des batteries non plus. L'objectif, c'est de mettre le système ouvert, de réinjecter directement du 220 volts, comme on a les micromets, dans le circuit, et finalement de diminuer la quantité de gasoil qu'on a besoin pour créer de l'électricité. Et donc c'est de contribuer à ce qu'on appelle un mix énergétique. Au-delà de l'apport énergétique, Tumara se positionne comme un véritable laboratoire à ciel ouvert pour la recherche environnementale. Exactement, c'est ça un peu l'objectif, c'est diminuer la consommation d'énergie fossile. Aujourd'hui, c'est vraiment un problème au niveau du fonctionnement des centrales électriques. Si on peut réduire cette consommation et utiliser le solaire, c'est ça un peu l'objectif de la SPL aussi, de la commune de Tumara.
Ce projet estimé à 90 millions de francs est entièrement subventionné par l'investisseur. L'électricité qui sera produite par rapport à cette expérimentation va servir à alimenter la cuisine centrale de la commune. Donc c'est une durée de 3 ans et c'est une électricité qui est gratuite. Donc après on verra dans 3 ans si c'est concluant cette expérimentation. L'arrimage d'une première plateforme vient de s'achever. Il marque le début d'une expérimentation de 3 ans, durant laquelle Toumara servira de centre de recherche sur la biodiversité marine et de collecte de données énergétiques. Le but est de réduire considérablement la dépendance aux énergies fossiles. Et on reste à Rayatea où nos amis à 4 pattes seront à l'honneur du 20 au 23 mars lors des journées canines mises en place par l'association Rayatea Animara. Les activités auront lieu dans les établissements scolaires. Ainsi, des collégiens et lycéens de Lille pourront voir des démonstrations de dressage, recevoir des conseils pratiques sur l'éducation et la prévention des morsures, des ateliers animés par des éducateurs canins. Je vous propose d'en savoir plus avec Audrey Monjol-Delphine, la présidente de l'association. Elle répond à Ronnie Bouffat. Alors justement, donc l'association œuvre pour le bien-être animal, mais aussi pour le bien-être de la population. Notre leitmotiv reste donc la stérilisation des chiens et des chats donc pour la surpopulation que l'on peut rencontrer sur Rayatea et sur les autres îles d'ailleurs, mais nous c'est propre à Rayatea. Mais c'est surtout par rapport à l'agressivité qu'il peut y avoir avec les chiens. Donc par rapport au tragique événement que l'on a pu vivre l'été dernier, justement pour nous c'était important de pouvoir permettre à la population de connaître, parce que on ne connaît pas forcément les gestes, les attitudes que l'on doit avoir face à un animal, qu'il soit errant ou non. Nous allons intervenir avec l'aide donc de 2 éducateurs canins, Janine et Jean-Jacques, qui vont donc venir nous aider pour la présentation de l'association, mais également prévenir les risques que l'on peut encourir face à des animaux simplement errants ou pseudo-agressifs. Et on revient à Tahiti et cette rencontre entre un célèbre chanteur hawaïen et des élèves passionnés de hula. Weldon Kekauoha est en vacances au Whenua. Il a été invité par l'école Halau Hula au Te Wahine Aloha. Un moment de passion et de partage culturel que nous raconte notre journaliste Andy Ebb. Les présentations sont faites, les élèves et leur kumuhula, maître enseignante, sont ravis de recevoir Weldon Kekauoha, chanteur et auteur-compositeur hawaïen nominé aux Grammy Awards, lauréat de plusieurs prix Nahoku Hano Hano. L'artiste interprétera quelques-uns de ses succès. C'est quand même un grand artiste. On l'a avec nous, on entend sa belle voix en direct. Cet échange va beaucoup nous apporter sur la manière de ces chants, qui va nous apporter sur l'amour du aloha, sur l'amour du partage de la danse hawaïenne et surtout de la musique hawaïenne. C'est un plaisir et un honneur de pouvoir constater l'évolution de la culture hawaïenne ici à Tahiti. Je sais que la culture maui est très forte et de voir cette connexion entre les Tahitiens et les Hawaïens malgré la distance, c'est tout simplement plaisant. Les kumuhula ont préparé cette rencontre depuis plusieurs semaines. D'abord, je travaille sur la traduction de la danse et après, ensuite, je mets en place la chorégraphie des gestes et des pas. Je travaille beaucoup avec ma kumu qui est Myrtille Sarsio. Avec elle, nous travaillons beaucoup ensemble. Et moi, je travaille ma chorégraphie et ensuite, c'est elle qui essaie de plus perfectionner ces certains gestes et pas. Sur des chansons tahitiennes, hawaïennes et quelques-unes de Weldon, les danseuses dévoilent fièrement leur petit spectacle qu'elles ont préparé pour l'occasion. Elles y mettent tout leur cœur, leur hôte est touché. C'est un véritable honneur et on a vraiment énormément de chance de l'avoir ici ce soir. Vous allez mieux danser ce soir? On est obligé. Non, on dansera comme d'habitude et
on montrera l'amour du hula comme d'habitude. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir bénéficier de sa présence au sein de Tahiti d'abord et aussi du hula. Puis que vous allez mieux danser. On danse déjà bien, mais on s'applique par amour pour cette danse, pour cette culture, on danse encore mieux que ce qu'il nous faut. L'artiste hawaïen a entonné ses plus belles chansons, les danseuses sont ravies. Cette rencontre aura provoqué une grande stimulation au sein de l'école Halohula au Te Wahine Aloha qui prépare son gala de fin d'année. Voilà, et c'est sur ces danses hawaïennes que se termine cette édition. Merci de nous avoir suivis. Juste après, retrouvez l'émission To'u Whenua To'u Ora à 19h20, le téléfilm Le Nouveau avec François-Xavier Demaison. Enfin, enquête exclusive vous emmène ce soir en Jamaïque. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à demain, 18h30. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.